bonsoir, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Merci de nous accueillir chez vous pour une heure de débat autour de l'économie. Ce soir, nous revenons une fois de plus sur les effets de la pandémie sur l'économie et les entreprises nationales. Cette semaine, le Premier ministre s'est réuni avec patronat et partenaires sociaux pour trouver ensemble les solutions idoines pour redresser l'économie. Le gouvernement reconnaît que le pays fait face à une situation économique sans précédent en gravité. Une évaluation de l'impact Covid sur les entreprises privées et publiques a été entamée et devra se poursuivre pour déboucher sur des mesures nécessaires à la reprise de l'activité des sociétés, des mesures qui vont être validées en Conseil des ministres. Une nouvelle démarche donc de concertation qui a pour but de tomber d'accord in fine sur les solutions à engager. Que pensent les patrons de la démarche et de ce qui a été avancé en termes de mesures de prédisposition à aider l'entreprise? C'est le thème du débat de ce soir. Et pour le faire, j'invite M. Abdouwahab Beziani. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président de la CIPA, la Confédération des industriels et des producteurs algériens. Je reçois également M. Aflah Hadj Nasser. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes opérateur dans le domaine du tourisme. Vous êtes le directeur d'une agence de voyage. Merci d'être avec nous. Et également M. Mohamed Kamal Aïdahmal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes opérateur d'une entreprise publique et vous venez ici en tant que vice-président de l'UNEP, l'Union nationale des entrepreneurs publics. Exact. La rencontre de samedi dernier, je vous le disais, qui a donc rassemblé gouvernement, Premier ministre et patronat et syndicats, bien sûr, a débouché sur la création d'une commission paritaire qui va donc adopter un certain nombre de mesures visant à sauvegarder l'entreprise. Badira Amarni a couvert l'événement. Elle nous fait écouter les points de vue des acteurs économiques qui ont été conviés à cette rencontre. On les écoute et on revient tout de suite après pour le débat. L'heure est à la mobilisation, à la solidarité, à la responsabilité. Des mots revenus tel un leitmotiv sur les lèvres des patrons et des partenaires sociaux pour faire face aux répercussions de la Covid-19 sur les entreprises. Au CMI, nous croyons que les stratégies de développement économique ne peuvent réussir que si elles reposent sur des processus collectifs et concertés. La pandémie du coronavirus est un fléau mondial et toutes les économies du monde sont affectées. Dans notre pays, en pleine reconstruction, nous avons le devoir de collaborer ensemble. La rencontre d'aujourd'hui témoigne de la démarche inclusive des plus hautes autorités de l'État par leur détermination et leur volonté d'associer tous les acteurs concernés à cette large concertation. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre discours, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre des Finances. Et malheureusement, au vu de la gravité de la situation, les mesures proposées ou les mesures qui ont été mises en œuvre et celles que vous comptez mettre en œuvre sont sincèrement insuffisantes au regard de la gravité de la situation. Les temps sont durs pour l'économie algérienne, pour le citoyen, et pour l'entreprise, tout secteur d'activité confondu. Les patrons et les partenaires sociaux ont applaudi la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de mettre en place la commission de sauvegarde chargée d'évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie nationale. Les entreprises nationales, tous secteurs et filières confondus, subissent les mêmes difficultés et contraintes générées par cette crise sanitaire. Elles se sont toutes conformées aux décisions des autorités nationales prises dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la propagation du virus et de ses effets. Elles se sont fermement et résolument inscrites dans une perspective de sauvegarde de l'économie nationale en dépit des nombreuses contraintes apparues à l'effet de préserver l'outil national de production et surtout les postes de travail. Là, on doit se retourner pour valoriser notre appareil de production national et pour le rendre beaucoup plus compétitif, Inch'Allah. Et vous savez, actuellement, toutes les grandes économies à l'échelle internationale sont en train de relocaliser des industries qu'ils avaient délocalisées. Pourquoi? Pour favoriser la création d'emplois, la création de richesses en intra
Et là, c'est notre devoir de le faire, alhamdoulilah, comme je l'ai dit tout à l'heure. La Banque mondiale, elle a ciblé 3 grandes catégories de nations qui sont impactées par le corona. C'est les pays qui sont réellement touchés, comme les États-Unis, comme le Brésil, etc. Il y a les pays qui s'adossent sur des activités de services, particulièrement le tourisme. Il y a celles qui s'adossent particulièrement à des activités relatives au commerce international. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Alhamdoulilah, on peut dire pour le moment on est préservé. Donc, mais le challenge actuellement, c'est de renforcer l'appareil de production nationale. Les participants à cette rencontre ont été unanimes. Sauver l'entreprise, c'est préserver des emplois. On vient de voir donc un extrait de cette rencontre qui s'est tenue samedi dernier et une rencontre donc qui visait à rendre public un certain nombre un rapport en fait sur l'état des entreprises selon 3 secteurs différents, celui du transport de voyageurs, du tourisme et de l'artisanat. Et à partir de ce rapport, des discussions vont avoir lieu pour tomber d'accord sur finalement les mesures qui vont advenir, qui vont en tout cas être appliquées demain. C'est une façon nouvelle, on va dire une méthode différente, inclusive. Je fais un tour de table d'abord pour savoir quel est votre point de vue par rapport à cette nouvelle méthode de discussion, de concertation. Abdelwahab Ziani. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. C'est vrai, nous étions en attente depuis le nouveau président de la République algérienne. Nous étions en attente et même on avait soif de parler avec notre gouvernement. C'est vrai qu'on a fait un tour de ministère auparavant, par confédération ou par syndicat. Mais un tour de table aussi étoffé avec le Premier ministre, nous étions en attente. Et justement, les préoccupations qui étaient autour de l'entreprise, il fallait qu'on les discute, il fallait qu'on apporte la problématique et la solution et la voie à entreprendre. Donc on était en attente. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que nous avons toujours revendiqué au sein du patronat que ça soit tripartite ou décision ou regroupement de tous les partenaires sociaux, il faut créer une commission de suivi des décisions. Donc dans le passé, il y avait des regroupements et des décisions, mais il n'y avait pas de suivi de ces décisions qui ont été laissées dans la route. Et aujourd'hui, on était un peu ravis par un peu ce changement pour les nouvelles décisions. Ça veut dire que tout de suite, nous avons créé donc, un comité de pilotage pour toutes les décisions qui vont être prises. Et donc c'est très intéressant pour nous d'être à l'intérieur. Donc il y a eu 6 de chaque partenaire social avec l'État qui se sont réunis jusqu'à 18h. Vous voulez dire 6 de chaque patronat? 6 du patronat, 6 syndicats et 6 du ministère. Pour ce qui est des syndicats, il y avait les syndicats UGTR ou bien est-ce qu'il y avait la présence également des syndicats autonomes? Oui. Il y avait le SNAPAP qui était présent, il y avait aussi donc, une association qui regroupait tous les syndicats. Donc ils étaient là. Ils étaient présents avec nous et on en a discuté ensemble. Donc c'est vraiment une liberté de discussion et d'entreprendre. C'est très intéressant cette démarche et on va la suivre parce qu'aujourd'hui nous avons rendu tous les travaux, on a donné toutes nos réflexions à ce comité qui va un peu piloter, qui sera présenté au gouvernement et qui va continuer pendant le Covid à suivre parce que le problème c'est qu'il faut suivre. S'il y a une entreprise en détresse, il faut venir en aide et c'est justement ce comité qui va venir justement faire le suivi en fait de l'État. Exactement. La participation de l'UNEP évidemment a été incontournable. Un point de vue par rapport à ce modèle de concertation? De toute façon, la concertation a toujours été un moyen que l'homme a utilisé pour régler ses problèmes. L'histoire nous a montré qu'à chaque étape, il fallait utiliser quelque chose. Notre culture à nous est pleine d'exemples et c'était même notre façon de faire. Jama'a, toujours c'est par consensus. Même si quelqu'un pense qu'il a raison, il se plie devant l'avis de la majorité. Donc, tant mieux qu'on revienne un peu à nos valeurs pour régler dans un cadre qu'on connaît bien, qui est le nôtre, qui est notre culture. C'est bien. Ensuite, j'aimerais, si vous permettez, avoir un petit mot à propos des travaux. J'ai fortement apprécié la liberté de temps. Donc, quand on voit un patron comme Slim Rasmani dire c'est pas suffisant, c'est bien. On sort à la fin de ça va. Donc, on sort de l'esprit tripartite, parce que on en a connu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui marchent. On les encourage et on dit oui, ça marche, barakallahu fikum. Il y a des choses qui marchent un peu moins.
sinon à l'arrêt. Il faut le dire, le reconnaître, en débattre entre nous et décider. Parce que de toute façon, c'est de notre avenir à nous tous qu'il s'agit, ce n'est pas d'autre. Et c'est à nous de le prendre en charge. Aflah Haj Nasser, vous faites partie du syndicat des voyagistes, mais évidemment, vous avez suivi cet événement à distance, vous n'y étiez pas. Quel est votre ressenti, vous, en tant qu'acteur d'un secteur sinistré, qui est le tourisme? Écoutez, on ne peut qu'applaudir parce que, vous savez, vous parlez du tourisme, le tourisme n'a jamais été très bien traité dans notre pays. Or, pour une fois, d'abord, lors du discours de l'investiture du président de la République, il a quand même consacré un mot ou deux mots au tourisme. Et aujourd'hui, on voit qu'on s'intéresse réellement au tourisme, aux problèmes que connaît le tourisme et l'artisanat aussi à côté. Donc nous, on ne peut qu'applaudir à de telles initiatives en attendant de voir les résultats, parce que ça fait déjà un moment que nous avons écrit, nous, à toutes les instances du pouvoir, au chef du gouvernement, aux différents ministres, etc. On n'a pas eu de réponse. Bon, maintenant, la réponse vient directement, puisque cette réunion est en soi une réponse à nos attentes. On attend encore un peu plus, bien sûr. Alors justement, pour parler de plus, cette commission dans laquelle vous avez en tant que patronat, la CIPA siège, l'UNEP aussi siège dans cette commission. Est-ce qu'il y a eu des rajouts par rapport aux mesures qui ont été avancées par le ministre des Finances? Est-ce qu'il y a eu des mesures auxquelles le gouvernement n'a pas pensé et que vous avez souhaité négocier avec eux? Bien sûr, si vous voulez, la réunion s'est scindée en deux. La matinée, c'était la lecture de toutes les préoccupations et aussi les propositions du gouvernement à soutenir l'entreprise et l'économie nationale par rapport à ce Covid-19. L'après-midi, donc, elle a été présidée par le CNES, M. Thier, je pense, avec un autre ministre qui était présent avec nous. Et donc, toutes les personnes qui étaient autour de cette table ont continué à discuter et verser la préoccupation écrite au sein de ce Conseil. Donc, et justement par rapport à cela, des décisions seront prises par rapport aux préoccupations de tous les syndicats qui ont proposé par écrit pendant la réunion, parce que nous avons débattu, et nous avons un délai jusqu'à hier, jusqu'à hier pour justement rendre toutes nos idées, toutes les préoccupations, toutes les propositions et solutions par écrit à ce... Évidemment, les priorités changent de secteur en secteur. Il a été entendu, en tout cas par le biais de ce rapport interministériel, que 3 secteurs étaient en difficulté et pas plus. Celui de l'artisanat, celui des transports de voyageurs et celui du tourisme. Est-ce qu'il existe d'autres secteurs qui donc font valoir aussi beaucoup de difficultés et d'impact du confinement, Monsieur Eidahman? Oui, à notre connaissance, je vous prends l'exemple de l'Eniam Tizi Ouzou qui a déclaré carrément qu'elle a fermé. Nous, je m'excuse de dire nous parce que je suis dans le BTPH. Non, mais il n'y a pas besoin de vous excuser. C'est pour ça que j'ai dit BTPH hydraulique. C'est l'UNEP, c'est tous les secteurs. On est dans l'hôtellerie, dans le tourisme, on est dans le transport, on est dans l'industrie. Il n'y a pas de secteur qui a échappé, à ma connaissance, sauf celui de l'alimentation et donc l'agriculture. Et celui du médicament peut-être, pharmaceutique, non? Je ne sais pas. Je ne suis incapable de vous dire, mais ce que je sais, c'est qu'en gros, tout ce qui est attrait à la nourriture, et Dieu merci, parce que c'est ce qui a permis de nourrir le peuple pendant cette période de confinement, a eu à plus ou moins tirer un peu son épingle du jeu, mais tout le reste, les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, les artisans, tout le monde était touché. Bon, c'est une pandémie, comme son nom l'indique, et l'Algérie touchée de plein fouet. Je suis très content que l'agriculture ne soit pas touchée parce que ça nous a permis de nous nourrir, mais tout le reste, tout le secteur des services, il n'y en a pas un qui a réchappé. Bon, je fais un peu... Pour le tourisme, ça ne date pas du Covid, c'est un peu plus ancien. Parce que depuis mars 2019, ça a commencé à... On a des la crise politique et sociale a ralenti. Ils étaient déjà à plat. Le Covid n'a fait que... Le plus gros qui ont été touchés au tourisme, à ma connaissance, c'est beaucoup plus les agences. Qui ont reçu en dernier le coup. Bon, c'est un secteur comme un autre
qui a besoin de travailler. Non, mais je repose ma question autrement. Est-ce que demain, si des mesures vont être mises en exécution et qui ne concerneront que 3 secteurs, est-ce que c'est possible? Est-ce que les autres vont devoir dire oui, essayez de vous accrocher Est-ce que réellement l'État ne considère que le transport, l'artisanat et le tourisme comme étant sujet ou objet à des mesures d'aide? L'État est souverain d'abord. Maintenant, s'il a ouvert le débat, je suppose que c'est pour entendre les autres. Il n'est pas omniscient, l'État. Il est souverain, mais il n'est pas omniscient. Il y a des acteurs économiques que sont le patronat, les syndicats, sont là pour attirer l'attention sur telle ou telle chose. Parce que dans le domaine des travaux publics et de l'habitat, il y a des entreprises dans le bâtiment qui n'ont pas encore repris. Fin mars, avril, mai, juin, ils sont au 4e mois. Alors qu'elles étaient les premières à être autorisées, à reprendre. Ah, mais écoutez, quand on arrête le transport, il faut qu'on discute quand même de manière plus ou moins sereine des fois. Quand on arrête le transport, c'est toute la chaîne qui s'arrête. C'est pas la peine de vouloir... Il est vrai qu'il y a plus ou moins, on a quelques chantiers qui marchent et d'autres qui sont condamnés. Quand il y en a un qui est touché, par exemple, ces derniers temps, dès qu'il y en a un cas de Covid déclaré, hop, on ferme pour 15 jours. Oui. Il y a des difficultés comme ça, normales, réelles. Peut-être qu'à un moment donné, les personnes qui étaient chargées de voir par ordre de priorité, peut-être que c'est les secteurs les plus touchés pour l'instant, mais les autres aussi. À l'exemple, je vous ai dit du BTPH, qui a été touché de plein fouet. Il est vrai qui était déjà en grande difficulté bien avant. Oui, mais ça date de la crise économique. Oui. Je vous dis que ça, pour nous, la pandémie a dit, c'est un peu le coup de grâce. Oui. Alors justement, vous parliez du tourisme, alors on va rester dans le tourisme qui, lui, a été fragilisé. Vous représentez une agence de voyage, donc vous êtes vraiment à l'aval de tout le secteur. Est-ce que vous considérez que les mesures qui ont été avancées et donc qui vont sûrement être validées par cette commission sont suffisantes, répondent aux difficultés que les acteurs rencontrent? Écoutez, je vous dirais oui, parce que ce sont un peu ce que nous avons demandé. Nous avons demandé un peu l'exonération de toutes les taxes et les impôts que nous payons, que nous devons payer, que l'État nous soulage un peu de différentes charges qui sont pour certains très très lourdes. Vous avez une agence de voyage et quand même une entreprise. La plus petite vous emploie 4 personnes. Imaginez en termes de salaire, etc., ce que vous avez à supporter, rajouter à cela les loyers, rajouter à cela toutes les charges fixes, etc. Bon, oui, effectivement, c'est ce que nous avons demandé, mais ça reste quand même insuffisant parce que, en fait, nous avons demandé ça au début de la crise. Aujourd'hui, j'allais dire, nous sommes à la fin de la crise. Au moment où vous pensiez qu'il allait y avoir un été. Absolument. Voilà. On pensait qu'il allait y avoir un été, que cet été, il allait nous sauver. On avait même fait des propositions pour avoir un peu de travail durant l'été. Or, aujourd'hui, l'été est passé. Le printemps est déjà compromis. Je vous dirais que même la saison hivernale est compromise pour certains d'entre nous. Parce qu'une saison touristique se prépare en moins de 12 mois à l'avance. Allez, dans les meilleurs des cas, c'est 6 mois à l'avance. Donc, vous voyez bien que 2020, pour nous, est une année pratiquement blanche. Oui. Est-ce que ça va suffire pour assainir justement les états des agences essentiellement, qui donc, elles, ne souhaitent pas souvent ouvrir parce qu'elles savent que si elles ouvrent, elles vont avoir tous les clients qui vont venir réclamer le remboursement de leurs billets. Est-ce qu'il y a quelque chose justement au sein de cette commission qui dit que les structures telles Air Algérie et autres vont rembourser en fait la billetterie notamment. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnies aériennes vous disent on est disposé à rembourser, mais pas dans l'immédiat. Elles vous donnent 2 choix. Elles vous disent ou vous dites à votre client de reporter son voyage sans frais, à la condition que la même classe de voyage soit disponible au moment où il voudra voyager, ou il devra attendre qu'on ouvre les remboursements. Aujourd'hui, par exemple, la compagnie turque a ouvert les remboursements, mais nous sommes persuadés qu'ils vont la refermer immédiatement parce que le trafic aérien n'a pas repris. Donc, comme vous l'avez dit, lorsque nous avons quelques-unes des agences à réouvert au moment du déconfinement, les clients se sont empressés à venir pour demander le remboursement. Or, aujourd'hui, nous, notre trésorerie, elle est négative, elle n'est même pas... Ça va vider les caisses. Mais elles sont déjà vides.
Et les banques ne nous prêtent rien du tout. C'est-à-dire, on n'a pas de trésorerie pour rembourser les clients. Nous sommes des commissionnaires. Nous vendons pour autrui, nous vendons pour les compagnies aériennes, pour les hôtels, etc. Et nous avons une commission. Et notre commission tourne autour de 2, 3, allez, 10 ans jusqu'à 10%. Vous savez, on les consomme rapidement. Alors, le rapport interministériel a évoqué, il a appelé à ce que le secteur du tourisme soit un secteur sinistré. Qu'est-ce que cela veut-il dire selon vous? Bon, d'abord, je ne voudrais pas rectifier, mais essayer de corriger quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a que 3 secteurs qui sont définis. Vous aurez dû me corriger tout à l'heure, du coup. Allez-y. J'ai attendu, parce qu'il y a mon collègue qui a parlé, vous avez fait le tour. Il faut me corriger quand je dis des bêtises. C'est pas grave, non, je vous en prie. C'est-à-dire que, je reviens un peu à ce que vous avez dit, la concertation. Il y a eu une concertation. Justement, au sein des syndicats, au sein des autonomes, de ce que vous voulez, y compris toutes les filières, les agences, tous les métiers, tous les corps de métier, nous avons reçu un package de problématiques. Et justement, la concertation, nous avons mis ça sur la table pour dire attention, il n'y a pas que le secteur du transport. On parle de rembourser X milliards à Air Algérie, X milliards à Lassin pour le transport ferroviaire. Des sommes faramineuses. Oui, normal, c'est normal. Un État doit soutenir justement les entreprises publiques qui sont des entreprises, c'est le patrimoine de l'Algérie. Et c'est normal. On ne peut pas faire disparaître ce patrimoine comme la CNAN déjà est déjà partie. On est en train de payer très cher. Donc on est obligé de soutenir ça. Mais il n'a pas dit que je vais faire que pour ces trois chapitres. Ils ont dit donc toute l'industrie, toute l'économie nationale, tout ce qu'il y a dans le marché national. Donc c'est très important que la remontée d'informations est venue de nous. Comme aujourd'hui, notre collègue ici, il dit voilà, c'est vrai que l'État a essayé d'aider justement cet aspect du tourisme. Et nous avons évoqué tout à l'heure, même en discutant, le CNAC pour justement, elle doit prendre en charge certaines justement professions. Les allocations chômage pour les salariés et même certaines professions libérales qui sont, vous trouvez une petite profession libérale qui sont que 2 personnes, c'est une famille, donc elle pourra être prise en charge. Et l'État l'a écrit dans le document, donc c'est très important. Et ça, donc ça n'obéit pas au secteur, ce que vous voulez dire. Exactement. En fait. Donc il va y avoir de l'aide pour tout le monde. Nous, on a demandé une année zéro, une année moratoire de zéro, parce qu'on a subi l'année 2019, une année blanche. On rentre dans l'année 2020 pour reprendre un peu l'économie, et là, on retombe encore dans ce Covid, et justement, on replonge. Donc c'est pour ça qu'on a demandé un reporting de tout ce qui est fiscal et parafiscal. Oui. Des mesures ont été prises. Pour l'instant, on parle de report, hein. Oui, on part de report. Mais report, ce n'est pas suffisant parce qu'on a reporté de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. Le patronat revendique un report jusqu'à au moins la fin de l'année parce que l'entreprise ne s'est pas encore retrouvée. En plus de ça, je reviens encore sur les 2 secteurs qui ont produit l'agro et le pharma. Oui, ils ont produit à 3 shifts. Ils ont produit énormément. Ça a démontré aussi, là c'est vrai que malheur est bon pour chaque pays, ça a démontré aussi que l'Algérie a sa capacité industrielle pour nourrir son peuple. Et là, on l'a prouvé pendant cette période. Oui, c'est un challenge réussi. Oui, c'est un challenge réussi, ça veut dire qu'on peut faire confiance maintenant à l'industrie algérienne pourvu qu'elle s'améliore. Parce que je l'ai dit même pendant la déclaration de cette journée du samedi, nous aujourd'hui on peine à reconquérir notre marché. On se dispute pour reconquérir notre marché. Parce qu'aujourd'hui le marché algérien est aux Algériens. Il faudrait que nous on produise. Quand le ministre des Finances a dit relocalisation des entreprises, oui, tout le monde y pense. Nous avons des entreprises qui ne tournent pas à plus de 20%. Si on les fait tourner à 100%, on économisera beaucoup de devises. Donc aujourd'hui l'accompagnement de l'État, c'est le reporting, c'est l'année moratoire à 0 intérêt bancaire, etc. Ça permettra de garder en survie les entreprises, toutes, que ce soit transport, services, industrie, toutes. On rappelle également qu'il y a donc qu'il est question aussi si c'est validé par le Conseil des ministres, de crédit d'exploitation à taux zéro, de crédit bonifié pendant 6 mois. De fonds de soutien aussi, on retrouve cette idée de fonds de soutien dans différents chapitres de ce rapport, donc d'atténuation de l'impact. On parle de reports fiscaux, parafiscaux également, et l'allocation chômage prise en charge par la CNAC. Vous, en tant qu'UNAP, on a eu les chiffres aussi très lourds du manque à gagner sur le chiffre d'affaires de plusieurs sociétés, notamment ceux du transport. Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui vont permettre d'équilibrer ces entreprises? Il y a un terme qui m'a beaucoup plu. Tout le monde a utilisé, c'est sauvegarder déjà. Équilibrer, c'est un mot qui va venir après.
Si on arrive à sauvegarder ce qui peut être sauvé, c'est déjà beaucoup. Parce que 4 mois d'interruption de travail, s'arrêter c'est facile, reprendre c'est encore plus difficile. Oui. Donc ces mesures sont les bienvenues. Et vous allez remarquer, vous qui êtes dans la communication, que ce ne sont pas des mesures qui sont propres à l'Algérie. Elles ont été prises un peu partout. Bon, nous, ce qu'on demande, c'est déjà, on les remercie pour s'être occupés de nous, de dire que c'est un secteur productif qui a besoin d'être soutenu. Barakallahu fihum. Ça, on sent maintenant qu'on est partie prenante de la maison. C'est encore 2 fois merci. Le 3e, c'est maintenant qu'on discute ensemble pour aller dans le sens de la préservation. Et pourquoi pas, parce que maintenant le discours il a évolué un peu, comment relancer la machine. Exactement. Absolument. Donc, vous voyez, les étapes, elles sont là. Ces mesures, elles sont les bienvenues. Maintenant qu'elles sont déposées comme ça sur la table et à la discussion, eh ben, c'est tout ce qu'on peut dire. Oui. Maintenant, les gens, vous savez, quand on a faim, c'est difficile de s'arrêter. Hein. Vous parlez de qui? Maintenant, ce que j'allais dire, il faut que l'on sache maintenant, que l'on parle un langage responsable. Exactement. Qu'est-ce qui peut être fait? Parce qu'il ne faut pas aussi demander pour porter atteinte aussi au pays. Là, il faut que notre pays reste indépendant. C'est très bien, regarder sur le peu qu'on avait, nous a permis de garder la tête haut. C'est très important. Donc, il faut sauvegarder l'outil de production. Il faut sauvegarder. Il faut mettre le prix donc aussi. J'ai dit le possible. Parce que le prix, tout dépend quel angle. C'est pour ça que j'ai dit, si vous vous rappelez, tout à l'heure quand on parlait, il faut qu'on s'entende sur les termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça. Oui. C'est quoi? Aujourd'hui, en tout cas, des éléments que nous avons, qui ont été rendus publics, ce sont des chiffres. Pour ce qui est du tourisme, un manque à gagner son chiffre d'affaires de 27 milliards de dinars. Le groupe HTT, qui est un groupe public, uniquement 2,7 milliards de dinars en moins. La SNTF, un manque à gagner 288 millions pour un seul mois. J'ai pas dit dollars, non, j'ai dit dinars. Et enfin, pour Air Algérie, 35 milliards de dinars. Oui. C'était prévu, vu que les avions étaient cloués au sol. Aujourd'hui, est-ce que ces entreprises arrivent à payer les salariés qui sont confinés? On sait qu'il y a encore des salariés confinés. Madame, dans le secteur, par exemple, du BTP, celui que je connais le mieux, il y en a qui payent, c'est la majorité, mais il y en a où il y a des difficultés. Alors, vous avez des Algériens travailleurs comme vous et moi, qui ont 2, 3 mois, 4 mois d'arriérés de salaire. Bon, il y a eu l'État a fait une première mesure, les 10 000 dinars, ça a permis de soulager quelques-uns, mais la problématique est là. Mais là encore, les ressources existent. Il suffit d'aller déterrer les dossiers en souffrance, par exemple pour les entreprises qui ont des créances non réglées. Dans tous les secteurs, ça existe. Que dérouiller un peu la machine administrative qui a ses propres contraintes. Hein. Mais il faut la pousser un peu. Il faudra que l'État arrive à payer tous les arriérés. Il y a des gens, parce qu'il y a des producteurs, un producteur ne peut pas exister sans prestataire de service. Bien sûr. Oui. Nous, le producteur est appelé à créer de la richesse, de la valeur ajoutée. Mais s'il n'a pas l'appui de son prestataire, il ne peut pas. Et quand moi, je suis producteur pénalisé, lui, la première victime, c'est lui. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose très importante. Et on va revenir, je ne sais pas, dans le cadre de cette discussion. C'est le financement, il souffre d'un retard incroyable. C'est toujours le producteur, celui qui doit se débrouiller pour financer, alors qu'ailleurs, occupez-vous de produire, nous on fait le reste. Exactement. Mais c'est précisément ça. Vous disiez, on espère que les situations qui sont dans les tiroirs soient défraîchies, enfin dépoussiérées. Le problème de financement, d'ailleurs, le président de l'Union nationale des entrepreneurs publics l'a dit samedi, face au Premier ministre, il a dit les banques, elles nous donnent du crédit, c'est pas une faveur.
Il a dit donner un crédit, c'est un droit. Voilà. Oui. Ça trahit vraiment un mal profond aujourd'hui qu'un patron, qu'un patron d'une entreprise publique dise une chose pareille par rapport aux banques. Aujourd'hui, il y a vraiment une dichotomie entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Écoutez, franchement, je reprendrai ce qu'a dit le ministre en passant, je crois, à la Saint-Croix, où il a dit que certaines banques sont des tiroirs caisses. Certaines banques, les banques publiques surtout, vous avez l'impression qu'elles sont là que pour gérer les salaires des travailleurs. Oui. Elles ne jouent pas le rôle d'une banque. Lorsque vous allez voir une banque pour avoir un crédit de gestion, un crédit, vous savez, d'abord ils vous demandent des quintes de papier, ils vous découragent déjà au début, et ensuite ils mettent un temps fou avant de vous octroyer le crédit. Et parfois les crédits sont tellement, les crédits, oui, les taux sont tellement élevés que si vous prenez ce crédit, vous êtes tout de suite déficitaire. Effectivement, tout est à revoir, tout est à repenser au niveau des banques. Vous avez aussi les banques privées qui se sucrent, elles, énormément. Je citais tout à l'heure à mes amis, pour avoir, dans notre cas, par exemple, pour avoir une caution qui vous permet de travailler. Pour avoir la billetterie, on doit payer une caution, avoir une caution IATA qui coûte 2 millions de dinars. Alors, aucune banque ne vous donne la caution sans bloquer de l'argent. Vous bloquez de l'argent. Vous payez aussi des fees sur votre argent que vous bloquez. Alors que normalement, vous le bloquez, vous le mettez en DAT, c'est eux qui vous donnent des intérêts. Et avec les intérêts, non, vous bloquez. Vous payez des fees qui vont jusqu'à 9 000, 10 000 dinars par mois. Et en plus, les banques publiques, très souvent, le refusent. Et c'est les banques privées qui se sucrent. Donc vous voyez que le système bancaire est à revoir. À mon avis, il est totalement obsolète aujourd'hui. Le système bancaire, aujourd'hui, je suis peut-être un peu dur, je le trouve, à mon sens, un peu obsolète par rapport à l'économie mondiale qui évolue. Est-ce que l'année 2019 n'a pas concouru justement dans on va dire, ce freinage des institutions bancaires à donner du crédit? D'abord, pour juste terminer la parenthèse, c'est qu'une des premières missions du ministre des Finances, c'est qu'il a déclaré qu'il va faire une refonte totale du système bancaire. Donc c'est une bonne chose pour nous, parce qu'il faut voir la DLC, date limite de consommation, qui est sur chaque produit. Et justement, cette date limite de rendre la réponse, elle est très importante pour nous. Nous l'avons même écrit lors de notre participation à la Constitution, que toutes les institutions doivent avoir une date limite de réponse, que ce soit du petit citoyen au grand industriel. Et là, l'enfant retardataire, ça a été la banque. La banque qui est très lente à suivre un peu l'évolution de l'économie par rapport à la finance. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une refonte, ça va faire un peu accélérer les choses. L'année 2019, les banques ont été une année très frileuse. Ils étaient très frileux par rapport à nous. Donc, automatiquement, ça a freiné l'économie. Il y a eu une réticence de part et d'autre. Et ensuite, bien sûr, nous avons... pas que les banques, les administrations qui délivrent des autorisations, le foncier... Dans tous les domaines. Voilà. Dans tous les domaines, ça a été une année ralentie. Et pour peu que la lumière que nous avons eue pour l'année 2020, on pensait qu'il allait avoir un petit débouché, c'était l'écrasement des produits pétroliers et ensuite le Covid. Donc ça a un peu cassé l'élan. Et c'est normal qu'aujourd'hui, nous sommes en train de discuter à table, autour de la table, de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qui ne va pas. Et je pense que l'État a une bonne réflexion de nous associer avec elle à réfléchir pour essayer justement d'arrondir certaines choses qui ralentissent l'entreprise ou les agences ou le tourisme, enfin toutes les filières qui ralentissent, qui sont dans notre bureaucratie. Et je le dis ici, l'État l'a dit, le Premier ministre l'a déclaré, et nous-mêmes nous le déclarons, nous le revendiquons depuis des années, que la bureaucratie est en train de tuer l'industrie, l'économie algérienne. Le Premier ministre, à la fin, le discours final, on va dire vers la fin, a dit une phrase qui est pleine de sens et qui est lourde de sens aussi. Il a dit, oui, on veut bien aider les entreprises, mais il va falloir que le bilan soit un bilan concret, qu'il reflète la réalité, que les besoins exprimés reflètent réellement la réalité. Les entreprises, c'est ce qu'on comprend un petit peu, il n'est pas question que l'État donne de l'argent sans qu'il y ait réellement un besoin et qu'il sache exactement où cet argent va partir. On est aussi dans l'État en tout cas fait face à cette problématique peut-être de confiance qu'il doit recouvrir. Permettez-moi seulement de ramener la phrase qu'a prononcée M. le Président. Ah, si vous l'avez en tête, oui.
à propos des crédits de la banque. Oui. Quand vous avez n'importe quelle entreprise qui fait des prestations pour le compte de l'État, qui reste minimum 6 mois pour se faire payer, la moindre des choses, c'est qu'elle puisse avoir des crédits au niveau bancaire pour pouvoir travailler. Exactement. Donc, ce n'est que justice. Maintenant, les banques ont elles aussi leurs problèmes. Je ne crois pas que ce soit le moment d'en discuter. Il ne faut pas... oui, surtout qu'elles ne sont pas présentes. On les a, alhamdoulilah. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Oui. Quant à ce qu'a dit M. le Premier ministre, rappelez-vous une chose. On doit faire quelque chose tout en étant engagé et selon ses possibilités. Parce que si on veut aider l'entreprise, il faut aussi garder un État fort. Les deux vont de pair. Non, les capacités de notre pays, Madame Zeni à l'instant disait, moi je l'avais oublié, c'est pas la baisse du prix du pétrole, c'est vraiment la mise à plat, hein, parce qu'il était même négatif. Oui. Donc l'unique rente qu'il y avait, c'était asséché. Alors, quand je parle de cette rente extérieure, la rente intérieure, alhamdoulilah, donc, oui, mettons tout à table, voyons ce que peut faire l'État pour ces entreprises, et à nous, après, de nous intégrer, de nous adapter à cette procédure. Évidemment, il y a des choses qui peuvent être faites sans problème par l'État, il y en a d'autres qui nécessitent un peu plus d'efforts, il y en a d'autres qui nécessitent de la réflexion, mais le plus important, c'est que l'engagement est là. De notre côté, on doit faire le nécessaire pour ne parler que de ce qui est nécessaire, parce que ce qui s'est passé en Algérie, comme dans d'autres pays, nécessite une participation à la dîme, parce que il ne faut pas se leurrer. Moi, je l'ai toujours dit, même quand on discutait avec notre partenaire, il faut un apport de tout un chacun. Et il faut sauvegarder l'outil de production, vous l'avez dit. C'est de sauvegarder l'outil et l'emploi. En parlant de sauvegarde, il a été question, enfin il a été dit à plusieurs reprises qu'aucune différence n'allait être faite entre l'entreprise à capitaux publics et l'entreprise à capitaux privés, que l'État allait les aider d'une manière juste, on va dire. Est-ce que vous pensez que c'est possible, Monsieur Haj Nasser? Franchement, j'espère que oui, j'espère que ça va être possible. Parce qu'en fait, on parle d'un secteur c'est le secteur économique. Pourquoi différencier entre l'État et le public? C'est vrai que les entreprises publiques ont généralement plus de facilité à accéder à certaines facilités que le secteur privé. Mais bon, aujourd'hui, le secteur privé est là. Aujourd'hui, le secteur privé est quand même assez important. Je vous donne, par exemple, en agence de voyage, nous réalisons plus de 60% du chiffre d'affaires d'Air Algérie. C'est quand même assez important. Nous réalisons, pour certains d'entre nous, nous réalisons 30 à 40% du chiffre d'affaires des hôteliers. Donc vous voyez bien que c'est quand même un secteur qui se construit, qui s'organise, pourquoi faire la différence? Vous êtes aussi essentiel en fait qu'une entreprise à capitaux publics. Absolument. La question, elle se pose parce que quand on voit les chiffres faramineux des pertes en fait des entreprises de l'État, on se dit bon bah finalement. C'est que le public quoi. Bah oui, finalement. Parce qu'on n'a pas vu de chiffres, on n'a pas vu de, quantification sur les pertes du privé. Non. Ça ne se passe pas comme on est en train de réfléchir là, parce que c'est une fausse piste. Dites-moi. Là, on est en train de parler du patrimoine national. On parle du patrimoine national et tous les pays du monde ont protégé leur patrimoine. Si vous prenez le cas d'Air Algérie, vous pouvez aussi prendre le cas d'Air France. Absolument. Il y a eu une recapitalisation immédiatement de l'État en nationalisant les actions pour permettre de justement pérenner l'entreprise à continuer. C'est la même chose qui a été fait ici. Là, on ne parle pas de public et privé, on parle de notre patrimoine qui appartient à tous les Algériens. Il faut faire la distinction. Ensuite, quand on parle d'entreprise, il y a l'entreprise économique. Elle a été revendiquée lors justement des travaux de la Constitution.
Elle a été juste rappelée, elle a toujours été là. La Constitution, elle prévoit toujours, il n'y a plus d'entreprise publique, il y a l'entreprise économique algérienne. Et c'est ce que nous revendiquons. Une perte qui se fait en économie dans une entreprise privée ou publique, c'est une perte pour l'État algérien. Donc il faut la soutenir. Oui, c'est un manque à gagner en impôts. Oui, et là, nous l'avons même revendiqué pendant la réunion du samedi. C'est-à-dire, il n'y a plus, quand le président de l'UNEP a parlé, il n'a pas dit « moi je suis l'entreprise publique que je revendique ». Non, il a dit l'entreprise algérienne, tout court. Nous avons dit la même chose. Oui. Et justement, nous avons fait cette union. L'UNEP, la CIPA, la FCE et tous les autres collègues, nous avons fait une union de faire une réflexion commune pour défendre l'entreprise de droit algérienne. Il n'y a plus cette distinction. Et la perte, qu'elle soit dans un secteur ou dans un autre, qu'elle soit privée. Si vous allez dans le médicament, c'est les entreprises publiques et privées qui ont produit, qui ont pris en charge le marché. La différence qui peut être ressentie, elle peut être ressentie par les salariés. C'est une réalité. Les salariés qui sont très faiblement représentés syndicalement au niveau du secteur privé. Si demain le patron ne paye pas ses salariés, les salariés iront chercher un autre travail ailleurs. En revanche, chez le public, le salariat est protégé. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon. Plus de protection. C'est la même chose. Ce que prévoit la loi. Je dis, on applique la loi, point barre. Oui, la loi je parle au jour d'aujourd'hui. Hein. Oui, au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. La loi prévoit, la Constitution aussi garantit le droit de se syndiquer. Oui. Il existe au sein de votre entreprise qui est de la concertation avec le partenaire social, c'est le BABA. Maintenant, je pense qu'il y a un petit amalgame à lever. La première entreprise qui a eu une certaine importance en Algérie après l'indépendance, c'est le public. Oui. Il y a de grands groupes privés maintenant, mais la grande majorité a été constituée par le public. Maintenant, on commence à voir, ça commence à sortir de vrais groupes. Il y en a, alhamdoulilah, l'un des plus grands groupes, il est privé, il n'est pas public hein, dans l'agroalimentaire. Oui. Bon, maintenant, pour le public, nous, dans le public, il y a une certaine tradition, je dirais, quand on parle d'un public, l'UGTA, mais c'est toujours un partenaire. Et une entreprise, c'est pas l'Algérie qui le dit, au monde entier, une entreprise appartient d'abord à ses salariés avant d'appartenir à son patron. Bien sûr. Si vous n'avez pas, si vos travailleurs ne sont pas correctement traités, et les travailleurs sont très bien défendus dans toutes les institutions, attention. Dans toutes les entreprises privées, vous voulez dire? Bien sûr. Je veux dire, oui, je ne fais plus de distinction parce qu'aujourd'hui, notre revendication, je parle de mon syndicat que je préside, je dis toujours que c'est un malheur qui a frappé l'Algérie et le monde entier. Mais c'est aussi une opportunité pour embaucher toute la ressource humaine algérienne, parce qu'on en a besoin. Oui. S'il y a une relance, on manquera d'effectifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la ressource humaine, il faut la protéger. Je voulais deux cas que je veux citer. Par rapport à l'entreprise que vous avez dit tout à l'heure. Si on perd une entreprise, il va falloir mettre 10 ans pour la recréer, parce que c'est très difficile. Le maintien, même si ça coûte de l'argent, c'est pas cher. C'est un gain. Parce que recréer un habitat, une entreprise, ça mettra beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Oui. La même chose pour la ressource humaine. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie, qui était à votre place lors d'une précédente émission, a dit 17 000 emplois perdus dans le secteur industriel uniquement. Il y a des gens qui n'ont pas perçu leur salaire pendant la période du confinement. Certains ont repris, certains n'ont pas pu reprendre parce que ces sociétés ont dû se mettre en stand-by. On ne dit pas qu'il y a eu des pertes parce qu'il n'y a pas de bilan, mais en tout cas, ces gens-là n'ont pas perçu de salaire. Et c'est fatalement le secteur privé que ça arrive. C'était en cela que je voulais dire, monsieur Gianni. Je reviens sur ça. Des mesures d'accompagnement, l'État l'a dit. Des mesures de toutes les choses qui ont été faites par rapport à des secteurs qui ont été, si je reviens au BTPH, c'est 100%. 100%. Et vous avez des entreprises qui sont complètement isolées. Le patron, qu'est-ce qu'il peut faire quand une entreprise elle est complètement isolée? Et on a dit tout à l'heure en aparté que le transport n'existe pas, les autorisations n'existent pas pour transporter. Oui, elle s'arrête fatalement. Elle s'arrête fatalement et du fait qu'il n'y a plus de finances. Et c'est normal qu'on ne peut pas mettre ça sur le privé. On dit, ah, c'est le privé ne veut pas payer. Le privé paye ses employés. Et vous savez, aujourd'hui, pour former une personne
dans une ressource humaine, qui est dans une industrie, c'est très important. C'est un investissement que l'entreprise fait dans sa ressource humaine. Elle ne veut pas la perdre. Et si elle l'a perdue, c'est qu'elle n'a pas les moyens de les maintenir financièrement. Oui. Sinon, voilà. Est-ce que vous êtes du même avis dans le secteur en tout cas où vous évoluez? Est-ce que tout le monde a pu garder ses employés? Non, absolument pas. Ça, je vous le confirme. Sur les 3500 agences de voyage, je pense qu'il y a un bon millier qui résistent encore. Disons 20-25% qui résistent encore et qui payent encore ses employés à des taux différents. Bien sûr, on est passé de 100% à 75%, on passe à 50% du salaire, mais beaucoup ont fermé. Là aussi, ce sont des erreurs de calcul parce que l'État a à un moment ouvert les agréments d'agences de voyage, donc beaucoup se sont mis à investir sans avoir de trésorerie ni rien du tout. Et le Covid est venu, ils se sont retrouvés avec des charges qu'ils ne pouvaient pas... C'est les plus fragiles qui ont payé. Absolument. Rajouter à cela, bon, maintenant, le débat public-privé s'impose ici à tel niveau que le travailleur, lui, par exemple, il continue à faire plus confiance au secteur étatique qu'au secteur privé. On a très souvent des employés que nous formons, etc., mais qui, dès qu'ils trouvent une place chez Algérie ou dans une autre entreprise publique du secteur, ils y vont tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs qu'ils ont plus de droits, ce qui est totalement faux, parce que le droit du travail est le même. C'est le même partout. C'est le même partout. Nous sommes aussi justiciables que les autres. Ils n'ont qu'à aller voir l'inspection du travail. Bon, disons que très souvent, je vais être honnête, on leur dit pas totalement leurs droits. On essaie de leur cacher leurs droits. Bon, écoutez, c'est la vie. Hein. Vous n'allez pas dire à un travailleur dès qu'il rentre, voilà, vous avez droit à ceci, à cela, ou organisez-vous un syndicat, etc. Nous, on cherche un peu à avoir la paix aussi. Oui. C'est un peu dans ce sens-là. Et le travailleur, il ne cherche pas encore à aller chercher ses droits quelque part. Il est là, et tant qu'il est payé, ça va. Dès qu'il y a un petit problème, il essaie d'aller. Mais par rapport à cette période de confinement ou de congés forcés, le secteur privé, en tout cas celui des agences de tourisme, a pu rémunérer ces travailleurs? Je vous ai dit, on est un millier maximum, un grand maximum, un millier. Alors, les autres ont fermé la porte et ils sont partis. Les patrons d'entreprise, les patrons d'agences de voyage sont partis. Enfin, ils sont chez eux, cachés. Oui. Alors, la question de la rémunération, même si maintenant la période du confinement, elle s'est terminée, elle est encore latente puisque tout récemment, les travailleurs de l'entreprise Etusa, transport urbain, qui eux ont travaillé pendant la période de confinement où tout le monde était chez lui. Aujourd'hui, ils réclament des primes et une grève a été d'ailleurs annoncée dimanche, une grève ouverte des travailleurs de l'Etusa. Est-ce que c'est le début d'un conflit social au sein de ces sociétés de transport qui, on l'a dit, ont beaucoup souffert? Vous savez, les conflits sociaux, comme tout autre conflit, des fois, ils démarrent sur une incompréhension. Bon, maintenant, je ne connais pas exactement le problème de l'Etusa, mais si les travailleurs, surtout que l'Etusa, c'est les héritiers de l'ex-RSTA, je crois que c'est parmi les premiers syndicalistes avec ceux du port qui connaissent bien la musique là-dedans. Donc, seulement, il y a quelque chose qu'il faut expliquer. Il y a un contexte dans lequel ont été prises les décisions de confinement. C'était tombé brusquement comme ça, il fallait parer au plus pressé. Et comme notre réglementation ne prévoyait pas ces cas extrêmes, l'État a dû faire dans l'urgence. La preuve, c'est que maintenant, il appelle aux gens, ils disent comment on va prendre en charge. Ça veut dire que la NIA, comme on dit en arabe, elle y est, la volonté politique. Et il sait aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas perçu leur salaire. Je souhaiterais juste rectifier, excusez-moi monsieur, c'est le non-versement des salaires du mois d'avril et de mai et le retard enregistré dans l'attribution des primes et primes de risque liées à la Covid. Voilà, comme ça les gens de l'Etusa ne vont pas dire on a eu dans le cadre de nos discussions avec le partenaire social, une discussion tout à fait honnête et ils sont compréhensifs. Il faut expliquer et que les gens d'en face ne subissent pas trop de pression, parce que les syndicalistes ils subissent la pression. Donc il faut, quand la volonté de toutes les parties, on trouve toujours un terrain d'entente. Oui. On dit congé exceptionnel. La loi qui définit le congé exceptionnel, elle est connue de tout le monde.
Bon, si on l'applique, ça veut dire que personne ne prend rien. Un décret de naissance, décès, c'est ce que... Maintenant, l'État a décidé. Il a trouvé cette formule. Nous, dans le secteur économique, bon, on aurait préféré parler d'allocation salariale. Ça évite les mésententes. Exactement. Parce que quelqu'un qui travaille, il a son salaire normal. Quelqu'un qui reste chez lui, l'État a dit, je vous prends en charge. OK, il n'y a pas de problème. Bon, nous, dans le public, c'est les capitaux de l'État. Donc, c'est lui le patron. Donc, il a décidé, nous, on se débrouille pour aller payer, il n'y a pas de problème. Quand la ressource existe, on paye. Même s'il n'y a pas de création de valeur, même si la boîte ne fonctionne pas. Là, il n'est pas question de création de valeur, il est question de préservation des travailleurs. Toute la ressource humaine. C'est la ressource humaine qui est la plus importante. Parce que c'est ça notre richesse. Il n'y a pas autre chose. La machine, vous pouvez l'acheter. Et est-ce que ça a pu être honoré? J'arrive. Il faut avoir de l'argent. Mais on oublie aussi de l'autre côté. Au mois d'avril, si mes souvenirs sont bons, il y a eu une annonce comme ça dans les journaux, on en a parlé à la télé, et personne n'a pas fait trop attention à ça. La baisse de la liquidité dans les banques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc, du coup, pourquoi on aurait préféré avoir ce terme allocation salariale? Ça permet de ne pas donner le salaire, mais au moins une avance pour qu'il subsiste. Partager pendant qu'on y est, si on a 100 à partager entre 200, c'est mieux que de consacrer ces 100 à payer 50 personnes. Donc, quand on fait ça, ça marche. Maintenant, le travailleur, il me demande la prime. Si j'ai de l'argent, c'est son droit, il la prend. Mais s'il n'y a pas dans les caisses, il peut faire grève aussi, ça ne dérange personne de toute façon. Parce que la loi l'indique, hein, la loi stipule qu'il est... Là, vous mettez vraiment le couteau dans la plaie, madame. Quand vous dites, la loi dit ceci, elle est claire. Et c'est la loi, on est tous astreints. Si vous ne payez pas vos salaires, vous êtes personnellement responsable. Et là, il n'y a ni public ni privé. Tout le monde est logé à la même enseigne. Oui. Mais si moi, je travaille pour l'État, il ne me paye pas. Oui. Je reconnais que depuis que l'économie algérienne existe, l'État a toujours fait, et les organes, que ce soit la justice ou là, ont toujours été compréhensifs, parce qu'il y a aussi des difficultés qu'il n'y a pas lieu de mettre sur la table. Mais je dis encore une fois, il faut expliquer aux gens que le discours qui doit être porté vers ces travailleurs doit être le plus sincère possible, le plus explicite possible. Leur dire, dans le cas de l'ETUSA, leur dire nous n'avons pas d'argent pour payer les salaires du mois d'avril et de mai, c'est ça, hein? J'étais combien de temps à l'arrêt? Il faut que les dirhams le banque, oui, oui. Je dis que La concertation, elle est vraiment... Voilà. Je veux juste aborder dans le même sens, c'est que mon collègue il a raison de dire, aujourd'hui nous sommes dans une situation, en fait on demande à toutes les entreprises algériennes, et même dans ce cas de l'ETUSA, on reconnaît parce qu'ils ont commencé à transporter notre personnel, et c'est très important. On leur dit, c'est des véritables soldats qui sont en train de travailler. Maintenant, chacun de nous doit mettre un peu, dire, l'État est faible aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de se concerter pour trouver les meilleures solutions pour apporter de l'argent. C'est normal, c'est des pères de famille et qui doivent aller nourrir leurs enfants, comme ceux qui sont dans les hôpitaux. Qui prennent des risques en travaillant. Bien sûr, c'est des grands risques. Mais je dis aujourd'hui, il faut être un véritable patriote parce qu'on doit aimer notre pays, on doit défendre notre pays et laisser un peu de côté toutes ces grèves. Ce n'est pas le moment de déclencher des grèves. Tout chacun qui a droit à percevoir un salaire ou une prime, l'État le donnera. Et nous allons y veiller tous parce que l'argent du Trésor algérien, il doit revenir aux employés. Oui. Mais aujourd'hui, on doit retenir l'attention de tous nos travailleurs, de toute la ressource humaine en disant on y arrivera à résoudre nos problèmes. On vient de reprendre un peu le transport et c'est extraordinaire. On les salue par rapport à ça. On rappelle qu'ils n'ont pas, que malgré la grève, ils n'ont pas arrêté de transporter le corps médical, donc tous les gens qui sont liés à la santé. Hein. Pour ça, et on comprend, on est en empathie, mais c'est le message d'un patron à des travailleurs dont je pense qu'il sera écouté. Je dis que, Anna, je les remercie de transporter le personnel, malgré que nous, on transporte notre propre personnel avec tous les véhicules de personnel de chacun des travailleurs est en train de mettre la main à la pâte. Je dis qu'aujourd'hui, l'État a besoin de tout le monde, du patron, de l'ouvrier, de l'infirmier, du transporteur, du chauffeur de bus, de tout le monde. Vous appelez à la solidarité. Je pense qu'on a compris j'appelle à la solidarité à tout le monde. Il nous reste quelques minutes pour une dernière
dernière question, cette allocation de chômage, qui est aussi une réponse à cette problématique de salaire qui vient vraiment en bout de cette crise. Est-ce que le concours de la CNAC, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez, M. Haj Nasser, que ça peut être une solution et qu'elle arrive au bon moment surtout? Écoutez, franchement, je ne connais pas très bien l'histoire de la CNAC. Mais je pense qu'effectivement, d'abord, je parlerai d'autre chose. Dans nos secteurs, notre personnel a eu droit à 10 000 dinars par l'intermédiaire des directions du tourisme. Donc là, le mécanisme a été bien rodé et je n'ai pas compris juste une chose, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les travailleurs mariés qui ont eu droit et les célibataires n'ont pas eu droit? Oui. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction. Un travailleur est un travailleur, qu'il soit marié ou qu'il soit célibataire, c'est un travailleur. Maintenant, effectivement, le CNAC devrait jouer son rôle en prenant en charge, en allégeant les entreprises en difficulté, en les allégeant puisque de toutes les manières, nous y participons par un pourcentage annuel lors de l'imposition. Donc, c'est son rôle, effectivement, de participer à l'allègement des charges salariales des entreprises, au moins celles qui sont en difficulté. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont en difficulté. Et il nous reste une minute. Vous la partagez en 30-30, s'il vous plaît, M. Ziani, par rapport à la CNAC et l'allocation chômage. Moi, je pense qu'il y a deux mécanismes très rapidement pour le dire. La CNAC a été donnée comme ça rapidement parce qu'il existe cet organisme et on veut s'appuyer pour soutenir. Mais aussi, nous avons dit qu'il faut créer un organisme de soutien à toutes les difficultés économiques. Ça veut dire que l'État est en train de réfléchir. Elle a trouvé un organisme qui s'appelle le CNAC aujourd'hui, qui pourra venir soutenir. Mais aussi, il faut dire qu'il faut trouver un autre organisme pour soutenir des choses plus importantes. Voilà. Monsieur Aïd Ahmed, le dernier mot à vous. Merci beaucoup. Je dirais seulement que cette occasion soit pour nous une occasion de construire un avenir pour les Algériens. Merci beaucoup, Monsieur Aïd Ahmed, Mohamed Kamel, PDG de GERID, groupe d'études et réalisations hydrauliques et vice-président de l'UNEP. Merci à vous, Monsieur Aflah Haj Nasser, directeur de l'agence de voyage Zeliab, et merci à vous, Monsieur Abdelwahab Ziani, président de la CIPA. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Revoyez le replay sur YouTube et sur la page officielle de Canal Algérie. On se retrouve très bientôt. Très bonne soirée à tous.